20 ans, la production de richesse dans ce pays a augmenté de 70%. Il est vrai que dans le même temps, le nombre des chômeurs a été multiplié par 7. Prix à payer. Nous n'y pouvons rien, fallait en passer par là. Les politiques, heureusement, ont su comprendre ce message et prendre leurs responsabilités. Ils ont même su inventer de très jolis concepts. Pacte de stabilité et de croissance. Ça sonne bien, non? Alors bien sûr, il a fallu, et il faut encore, en passer par des moments un peu douloureux. Destruction des services publics, éclatement du travail, tiers-mondisation des nations, uniformisation du monde, cloisonnement des hommes, à des méthodes qui ressemblent parfois un peu à de l'exclusion. Mais l'essentiel n'est-il pas que le système, notre système, soit désormais bien en place, et grâce à Dieu solide, au point de traverser toutes les crises? Oui, toutes les crises. Toutes. Certains ont cru que nous étions au bord du précipice, avec la crise des subprimes et nos spéculations en tout genre. Ils ont eu tort. Nous avons été sauvés par les États, dans une émouvante générosité planétaire. Et aujourd'hui, tout va plutôt bien. La crise est passée. Nul besoin de nous remettre en question. Renfloués et toujours totalement libres de notre action, nous avons même pu jouer les plus faibles de nos États salvateurs à la baisse. En d'autres termes, spéculer contre ceux-là même qui nous ont tirés du gouffre. C'est ainsi que nous avons aidé le plus vieux pays d'Europe à emprunter des milliards d'euros en secret. Ensuite, nous lui avons livré quelques artifices comptables et financiers destinés à cacher cet endettement. Il a abusé de la confiance de son peuple sur notre conseil. Mais cela ne nous a pas empêchés en même temps de spéculer sur sa faillite. Je vous en passe les détails techniques, vous n'y comprendriez sans doute pas grand-chose. Mais sachez que cela a eu pour conséquence d'augmenter le coût de ses emprunts publics et donc d'aggraver ses déficits, dont nous étions en grande partie responsables. Pendant que je touchais mon bonus annuel de 9 millions d'euros, des milliers de fonctionnaires de ce pays perdaient l'équivalent d'un mois de salaire. Et comme toute bonne spirale, celle que nous avons créée n'a pas de fin. Notre spéculation et ses conséquences ont entraîné une baisse de la notation internationale de cet honorable pays. Il n'est plus considéré comme fiable. Et là, devinez qui lui prête ce qu'il désire. Mais à des taux d'usurier cette fois. Ma banque. Alors bien sûr, il y a des risques de défaut de cet honorable pays. En cas de défaut, nous, ces créanciers, nous pourrions plonger. Mais rassurez-vous, cela n'arrivera pas. Car notre chute signifierait la ruine infaillible de toute la population de cet honorable pays. Voilà pourquoi on nous renfloue, nous, plutôt que directement lui. Vous avez donc compris pourquoi les États nous ont sauvés. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi ils l'ont fait sans nous réclamer quoi que ce soit en contrepartie. Eh bien nous aussi, nous nous le demandons. Car en effet, cette débandade a provoqué un peu partout dans le monde une chute vertigineuse, abyssale des recettes fiscales. Et personne ne nous demande de réparer. Il se passe même le contraire. On vient à notre secours. Alors, bénéficiant de cette indulgence, il nous a été assez aisé de renvoyer les conséquences de notre comportement, chômage, récession, déficit, aux lointaines complexités de la macroéconomie. Et aujourd'hui, tout le monde emboîte le pas à ce discours. Les politiques, les médias, les experts, tous. Le matraquage, disant que la dette publique est partout ou presque trop élevée, est devenu un bruit de fond quotidien. Vous ne trouverez pas dans le passé un cas de manipulation de l'opinion plus intense et plus continue. Partout, les populations souffrent de la récession due à nos agissements, en même temps qu'elles épongent la note, pour limiter leurs déficits nationaux. C'est la double peine.
Et partout, les gouvernements mettent en œuvre des programmes de démantèlement de l'État d'une ampleur encore jamais vue. Pour passer de déficit à 2 chiffres à des déficits de moins de 3%, ils coupent et taillent dans le vif avec une brutalité sans précédent. Et nous, ben, tout va bien. On nous fiche royalement la paix. Conclusion. La déconfiture du néolibéralisme que nous avons provoquée crée par ses conséquences le motif et le prétexte de sa reconduction à une échelle encore élargie. On peut faire encore mieux que la double peine. Oui, tripler nos bonus, par exemple. C'est à l'asile d'aliénés de Saint-Rémy-de-Provence, 1 an avant son suicide, que Vincent van Gogh a réalisé ce miracle de couleurs et de lignes. Il a beau l'avoir peint 1 semaine avant sa première grave crise de démence, on n'y voit pas la trace de cette tension qui pointe ensuite dans la plupart des œuvres ultérieures. Non, ces fleurs semblent avoir été peintes dans un mouvement d'admiration et de joie. Et pourtant, peut-être suis-je le seul, mais je perçois dans toutes ces lignes ondulantes, torsadées, brisées, autre chose que de la simple joie. Dans ces formes tourmentées, je perçois le tourment du peintre. De quelle fournaise ou de quel paradis Vincent van Gogh surgissait-il? Et de quelle souffrance maîtresse tenait-il ses iris? Les 54 millions de dollars que ce tableau m'a coûté ne sont rien comparés aux joies que sa vision me procure. Toujours comme ça. Bien. Voilà. Bon, mais c'est... On va pouvoir commencer. Alors nous allons, aujourd'hui, si vous le voulez bien, tenter d'évaluer la performance d'un portefeuille de CDO. Ce qui est de la plus grande importance pour vous, si vous souhaitez intégrer un grand établissement bancaire. Hein. Alors, qu'est-ce que le CDO? Obligation adossée à des actifs. Il s'agit d'une structure de titrisation d'actifs financiers de diverses natures destinée à de vrais investisseurs, hein, et pas à des pauvres clampins sans le sou. En effet, un CDO est composé en général de titres issus de 120 à 250 actifs différents pour un montant compris entre 1 et 2 milliards de dollars. Hein.
Vous avez compris qu'on n'est pas là pour rigoler. Alors, nous allons étudier aujourd'hui le CDO squared, c'est-à-dire le CDO au carré. Enfin, si vous préférez, le CDO de CDO. Mais il peut également être un CDO au cube. Soit donc un CDO de CDO de CDO. Alors, le CDO squared est un type de CDO avec une structure two layers. Hein, double couche pour les incultes. Hein. Oui, il y en a. Oui. Dont le portefeuille sous-jacent est composé de certaines tranches de single layer CDO. Il est d'ailleurs structuré lui-même comme un single layer CDO, suivant le niveau de risque. Et sa perte est la somme des pertes portées à certaines tranches des CDO sous-jacents. Ça va? Alors, un cache CDO squared contient un portefeuille de tranches de cache CDO existant. D'autre part, le portefeuille sous-jacent d'un synthétique CDO squared est composé de tranches de synthétiques CDO qui sont créées tout exprès pour structurer le CDO squared, n'est-ce pas? La tranche dont nous pouvons parler, c'est la tranche mezzanine, dont la subordination dépend de l'épaisseur de la tranche equity. Les tranches dans le master CDO et aussi dans les inner CDO s'établissent avec des points d'attachement et des points de détachement qui déterminent la taille des tranches ainsi que la subordination. Et les pertes subies par les tranches des inner CDO impactent donc les tranches du master CDO par ordre de seniorité. Eh oui, oui. Mais vous allez voir, la formule est lumineuse. Elle s'énonce ainsi. LK de TJ est égal à la somme pour I allant de 1 à NK des LIK de TJ. Ce qui est égal à la somme pour I allant de 1 à NK des LIK fois l'indicatrice de taux IK inférieur à TJ. Ce qui est encore égal à la somme pour I allant de 1 à NK des L max IK fois 1 moins RIK fois l'indicatrice de taux IK inférieur à TJ. Tout le monde suit. Alors, on en déduit quoi? Eh bien, l'espérance E de LK de TJ est égale à la somme pour I allant de 1 à NK des PIK de TJ fois l'espérance E de LIK, sachant que taux IK reste toujours inférieur à TJ. Avec bien sûr, PIK de TJ est égal à l'espérance E fois l'indicatrice de taux IK inférieur à TJ. Alors ça c'est la probabilité de défaut avant TJ. Et puis on a, bien évidemment, LIK de TJ est égal à LIK fois l'indicatrice de taux IK inférieur à TJ. Alors ça c'est le processus de perte lié au défaut avant TJ. Et puis donc, pour terminer finalement, LIK égale L max IK fois 1 moins RIK. Alors ça, c'est la loss given défaut et RIK, le taux de recouvrement associé de l'émetteur I dans le KIL CDO. Écoutez, on ne peut pas faire plus clair. Tu peux passer ta maman, s'il te plaît? Dis-lui que c'est de la part de monsieur No Way. Oui, elle me connaît, oui. Merci, tu es gentil. Oui. Tu t'appelles comment? Eh bien, au revoir, Anita. Madame Canales? Oui. C'était No Way, de la banque Human Brothers. Comment allez-vous, chère Madame Canales? Alors, est-ce que vous vous êtes décidé? Ah, pas encore. Ah, attention, Madame Canales, hein? Et les taux sont bas, hein? Eh ben oui, il faut en profiter, hein, d'urgence. Ben oui, après il sera trop tard, hein? Mais comment ça, vous pensez ne pas être une bonne cliente pour nous? Mais Madame Canales, enfin, mais tout se passera bien, je vous assure. Et si jamais vous faisiez défaut, hein? Eh ben, nous n'en mourrons pas, hein? Les banques ne font pas faillite, Madame Canales, hein? Nous savons, nous aussi, prendre nos précautions, hein? Comment nous... Ah, mais ça, c'est un peu compliqué, Madame Canales, mais disons que nous reconditionnons les prêts hypothécaires de nos clients et que nous les éparpillons chez de nombreux investisseurs, vous voyez? Comme les financiers de Wall Street, par exemple, ou d'autres encore, en Europe. Oui, c'est ça, dans le monde entier, hein? Comme ça, tout le monde partage les risques. Hein? Et vous savez, nous sommes surveillés par des autorités de contrôle, Madame Canales. Et même des agences de notation. Ah bah, si jamais nous poussons à prêter à des emprunteurs qui ne répondent pas aux critères, nous pouvons nous faire taper sur les doigts. Si, je vous assure. Ah si. Comment vous savez pas écrire? Mais Madame Canales, enfin voyons, ça n'a aucune importance, voyons. Mais on va vous préparer tout le contrat. Mais oui,
Vous n'aurez plus qu'à le signer, Madame Canales. Hein? Eh oui, on vous montrera où, bien sûr. Soyez rassurés. Comment dites-vous? Vous n'avez pas d'argent? Pas d'économie? Rien? Madame Canales, est-ce que je vous ai parlé d'un apport personnel? Rien du tout. Nous allons vous prêter 100% du prix de votre maison. Eh oui. Ah ben, les apports personnels, c'était au temps des prêts bancaires de grand-papa, Madame Canales. Eh, nous allons même vous prêter 100% de la somme sans recours. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez plus payer, eh ben, vous perdez rien. Vous nous rendez les clés de la maison et vous nous devez rien du tout. Eh oui, je sais. C'est incroyable, hein? Non, 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 pas de saisie sur salaire. Ah bon, vous n'avez pas de salaire? Ah non, mais ça, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave. Je veux dire, même si vous en aviez un, nous pourrions le saisir en cas de problème, Madame Canales. Ah, vous rendez les clés et c'est tout. Hein? Et dans ces conditions, vous l'avez bien compris, Madame Canales, plus la maison sera grande, plus c'est votre intérêt. Ah ouais. Ah, mais moi, je vous vois là. Moi, je vous vois là. Je vous vois là. Ah oui, dans l'entrée de votre maison, là. Je vous vois dans les bras de votre mari, hein, à franchir le seuil de votre sweet home. Vous n'avez pas de mari? Ah, mais il est parti. Mais comment, en vacances? Ah non, il est parti, il s'est tiré, quoi. Oui, oui. Oui, oui, un enfoiré, oui. Non, mais écoutez, Madame Canales, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Au lieu de franchir la porte en tenant la main de votre mari, bah, vous tiendrez la main de votre fille. Hein? Votre ravissante petite Annika. Vous avez 8 enfants? Ah oui, oui, non, mais là, c'est sûr, ça fait beaucoup de mains à tenir. Hein. Bah, hé, Madame Canales, raison de plus pour la prendre grande, cette maison. Hein. Et je dirais presque, même si vous la trouvez au-dessus de vos moyens. Comment vous dites? Non, 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 Madame Canales, non, non, non. Non, je vous assure, non. Prouver vos revenus pour obtenir un prêt, c'est plus nécessaire, Madame Canales. Mais non. Voyez-vous, le gouvernement veut absolument que tous les bons citoyens puissent accéder à la propriété. Alors, ben, il nous force un peu la main, voilà, c'est tout. Hein? Mais nous, vous savez, si c'est pour le bonheur de nos clients, nous n'hésitons pas une seconde, Madame Canales. Comment vous dites? Les taux? Putain, elle me parle des taux maintenant. Je suis content que vous m'en parliez, Madame Canales, parce que ça prouve que vous êtes une cliente lucide. Et ça, c'est bien. Alors, je vais vous dire concernant les taux, que le grand patron de la Réserve fédérale banque, il défend les taux variables. Et il a bien raison, il les a fait baisser à 1% ces taux. Ben oui, Madame Canales, c'est évident, voyons. Les gens qui empruntent à taux variable vont payer beaucoup moins que ceux qui sont à taux fixe. Mais c'est une évidence, il n'y a même pas à hésiter. Oh là, c'est de la comptoise, celle-là. Oh. Comment vous dites? Hein? Un taux variable, ça peut varier. Évidemment, puisqu'il est variable, là, je vous suis pas, là, Madame Canales. Comment? Si les taux sont si bas, ils ne peuvent que remonter? Mais elle réfléchit, cette truc. Mais enfin, rien n'est moins sûr, Madame Canales. Mais enfin, voyons, vous faites un mauvais scénario, là. Et surtout, vous oubliez la valeur montante de votre maison, Madame Canales. Écoutez-moi. Je sais que celle qui vous tente, hein, et à laquelle nous avons beaucoup pensé pour vous, elle vaut quoi? 300 000 $? Eh bien, sachez que nous l'évaluons déjà à 350 000 $. Alors, écoutez-moi bien, Madame Canales, le banquier raisonnable que je suis est donc prêt, Madame Canales, ce matin, à vous prêter 325 000 $. Vous êtes étonnés, hein? Ouais. Oui, ben les 25 000, disons, ce sera notre petit cadeau, hein? Oui. Ben vous pourrez changer votre voiture avec ce surplus. Vous n'avez pas le permis. Elle a vraiment rien, c'est le vide géant. Comment vous dites? Votre fils aîné voudrait le passer, le permis? Mais alors, Madame Canales, c'est tout vu. Nous allons vous prêter 330 000 $. 5 000 de plus, ça lui paiera des leçons de conduite. Hein? Et j'en profite pour préciser que comme la valeur de votre maison va encore monter, nous pourrons vous prêter, mettons qu'elle vaille par exemple 400 000 l'an prochain, on pourra vous prêter 70 000 de nouveau, et même plus. Si la valeur de votre maison monte encore, voilà, ce sera elle, votre meilleur banquier. Alors nous sommes d'accord?
Ah, je suis content, Madame Canales. Ah, ouais, je suis très très heureux que vous signiez chez nous. À très bientôt, chère Madame Canales. Bobby. 16 ce matin. Ouais. Attrapé. Environ 5 millions d'encours, 100 000 $ de commission, et sans compter les intérêts. Oui, juste ce matin, 16. Ouais. Et Bobby, tu penseras à mon bonus, hein? On en parle à la pause. Ok, Bobby, ok. Oui, gosse. Comment disait déjà ma grand-mère? Ah ouais. Le diable va toujours chier sur le même tas. Je veux bien prendre pour tout le monde. J'ai mérité 150 ans de prison, je veux bien. Quand je sortirai, j'aurai 220 ans. Ça me va, c'est pas cher payé. En Californie, il y a un type qui a été condamné à la réclusion à perpétuité, assorti d'une mesure de sûreté de 25 ans de prison pour vol d'une pizza de 10 $. Alors calculez, au même taux, hein, avec les 50 milliards que j'ai extorqués à mes clients. Moi, j'aurais dû en prendre pour 125 milliards d'années. 20 ans par habitant de la planète. Ah oui, je veux bien prendre pour tout le monde. J'ai toujours su compter. Les chiffres et moi, c'était comme une histoire d'amour. Dans ma jeunesse, quand j'étais maître nageur, le matin, avant que les clients y déboulent à la piscine, je faisais 20 longueurs à la brasse. 1000 mètres. Et je les comptais mes brasses. Le jeu, c'était d'en faire le moins possible. Les plus longues, les plus puissantes. Ensuite, la bourse, ça a été le contraire de la piscine. Dollars, il m'en fallait toujours plus. D'abord des milliers, puis très vite des millions. Et pour finir, des milliards. Et mes clients, les victimes, les pauvres petits pigeons. Par dizaines, par centaines, par milliers, par centaines de milliers. C'était ça le problème. Au début, c'était tout simple. Je disais au premier client de mon fonds d'investissement, c'est une valeur sûre, je vous garantis des rendements à 2 chiffres. Tentez le coup. Juste quelques milliers de dollars et voyez ce qui se passe au bout d'1 an ou 2. Et ils ont vu. Ça leur rapportait. Année après année, ils voyaient leur mise augmenter de 10, 12, 15%. Je ne me sentais pas escroc, moi. Plutôt bienfaiteur. Ceux qui se sont retirés, à temps, ils ont doublé, triplé leur mise grâce à moi. Vous croyez qu'on la leur réclame maintenant? Alors, bien sûr, ça s'est vite su que j'avais pu honorer mes promesses auprès de mes premiers investisseurs. Et ça a fait boule de neige. Et il me fallait toujours plus d'argent pour honorer mes promesses auprès de mes premiers investisseurs, mais j'avais pas de mal à en trouver, puisque j'honorais mes promesses. Bon, la base de la pyramide, elle s'élargissait. Il fallait bien qu'elle s'élargisse.
Son sommeil grimpait toujours plus haut. J'y pouvais plus rien, fallait que ça grimpe. Sinon la bulle, elle avait éclaté, et moi avec. Je me suis jamais senti escroc. Seulement, enchaîné à ces crétins qui s'enchaînaient à moi. Et qui m'entraînaient dans le puissant fond de leur cupidité, pire que la mienne. Mais putain, comment on peut y croire à des rendements à 2 chiffres pendant 20 ans d'affilée? Je les déteste. Alors il y a eu la crise des subprimes, l'écroulement des marchés, tous ces crétins qui ont voulu récupérer leur mise. Résultat, me voilà ici. L'autre jour, il y a un détenu qui s'est jeté sur moi, il hurlait. 50 milliards de dollars, tu t'en es mis plein les fouilles, espèce de fumier. Et moi, on m'enferme pour un braquage à 100 dollars, je l'ai tué! Un autre nous a séparés. Et il lui a dit, attends, laisse tomber. Il s'en est pris qu'à des crétins de Rupin qui pouvaient foutre des millions de dollars dans ce hedge fund pourri. Tu vas pas le buter parce qu'il a siphonné ce fric honteux à des rapias, non? Tu crois qu'ils n'ont pas fait pire, les types qui ont délivré des prêts immobiliers à des pauvres types comme nous qui s'achètent une baraque en leur faisant croire que leur taux variable il varierait jamais et que la valeur de leur maison elle allait toujours grimper, jamais descendre? Alors ça l'a calmé l'autre. Marrant, hein, c'est la crise des subprimes qui m'a mis dans le trou, puis là c'est elle qui me sauve. Non mais la question qui me fatigue, c'est pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Vous étiez un type futé, raisonnable. Vous auriez très bien pu faire votre trou à Wall Street, dans un établissement honorable. Vous avez été capable de tromper tout le monde pendant 30 ans. Bien sûr, vous avez bénéficié de l'incompétence abyssale des contrôleurs de Wall Street. Mais quand même, fallait une sacrée compréhension des instruments financiers pour donner le change si longtemps. Pourquoi ne pas vous en être servi en toute légalité? Pourquoi avez-vous pris tant de risques? Pourquoi avez-vous décidé de faire du mal à tant de personnes, et même à l'économie de votre pays par-dessus le marché? Pourquoi? Vous allez demander aux banquiers pourquoi ils cachent et retirent de leur bilan leurs prêts pourris. Vous allez demander aux agences de notation pourquoi elles ont donné la note maximale à plus de 5000 fonds d'investissement, dont une bonne moitié ne vaut plus un clou. Et la note maximale à la banque Lehman Brothers le matin même de sa chute. Vous allez demander au gouvernement pourquoi ils ont dilapidé des fonds publics dans les vieilles firmes en faillite au lieu de restructurer l'économie. Vous croyez qu'on va répondre à vos questions? Non, c'est à vous de trouver la réponse. Et le jour où vous l'aurez trouvée, alors là, moi, je ne regretterai pas d'être à l'abri. Un mot de ce chômage qu'on nous reproche parfois. Vous savez,
Nous n'avons jamais prétendu faire dans la morale, ni dans l'équité, ni même dans l'efficacité socio-économique. Nous sommes là principalement pour optimiser la gestion des capitaux qui nous sont confiés. En clair, pour faire le maximum d'argent avec le minimum de risques, et si c'est possible, dans le minimum de temps. Dès lors, il est logique que nous exigions de nos managers la rentabilité la plus forte possible, et aussi de n'être pas trop regardants sur les moyens utilisés pour l'obtenir. C'est pour ça qu'il faut nous pardonner, quand nous nous enthousiasmons parfois en bourse à l'annonce de restructuration, accompagnée de dégraissage. Ah, la restructuration, oh le vilain mot. Eh bien, figurez-vous que c'est un mot qui nous a toujours fait rêver, parce qu'il est synonyme pour nous de profit à venir. Oui, profit. Encore un vilain mot. Heureusement, nous avons des arguments pour le convaincre, nos amis gouvernants, pour le légitimer à leurs yeux. Il suffit de brandir sous leur nez les chiffons de la compétitivité, de la mondialisation. Voulez-vous ou non que nos entreprises soient performantes? Voulez-vous qu'elles soient correctement cotées en bourse? Voulez-vous qu'elles attirent les investisseurs étrangers? En un mot, voulez-vous qu'elles soient compétitives? Eh bien, laissez-les accroître leurs profits. Ou encore, tiens, croyez-vous que les Chinois, les Coréens, les Indiens, les Russes, et même nos amis américains, ne verraient pas avec la plus grande satisfaction nos entreprises perdre leur part de marché? Laissez nos entreprises accroître leurs profits. Toute mesure permettant d'accroître cette indispensable compétitivité est légitime par essence, quel qu'en soit le coût social. C'est pourquoi nous demandons à l'État et à la collectivité, au sens large, de se mettre à leur tour au service de la compétitivité, sous peine de déclin national. Et ça, c'est un autre chiffon très efficace. Je vais vous faire une petite confidence concernant la compétitivité, ou si vous préférez, c'est la même chose, on parle de compétition, la concurrence. Entre nous, c'est une notion destinée aux pauvres. Oui, elle existe, bien sûr, mais pour les petits, les salariés, les sous-traitants, les grugés du front, comme ils disent eux-mêmes. Mais, franchement, lorsqu'il s'agit des plus importantes représentantes de la mondialisation, les multinationales, alors là, la concurrence, c'est une plaisanterie. Notre force à nous est ailleurs. Pas de concurrence entre nous. Ou alors uniquement par le truchement des pauvres, comme l'ont fait bien avant nous tous les maréchaux de France, depuis MacMahon, avant de mourir dans leur lit, le sabre de bois à la main. Ils se sont fait la guerre par le biais des paysans et des ouvriers français qui se croyaient les ennemis des paysans et des ouvriers allemands. Et rassurez-vous, aujourd'hui, le monde s'est civilisé. Et les multinationales, maintenant, préféreront toujours se partager calmement la mise. Et s'il arrive encore parfois que notre action envoie la piétaille au casse-pipe, comme ils disent, c'est quand même logique que ce soit elles qui y aillent, plutôt que nous, ces guides, non? Nous, la plupart du temps, nous ne nous affrontons pas directement. Tu vas en Amérique du Sud? Ben, je vais aller en Asie. Tenez le marché mondial de l'eau, par exemple. Enjeu majeur de ce début de millénaire. Je ne devrais pas le dire, mais voilà une vraie pseudo-concurrence. Tu veux le Maroc? Ben, je vais aller en Angleterre. Ah oui, en Angleterre, on est justement en train d'y dépecer, définitivement cette fois, le service public. Tu parles, ça m'intéresse. Après tout, nous n'avons rien inventé. Pendant la Grande Guerre, on évitait soigneusement de bombarder les aciéries de part et d'autre du Rhin, pendant qu'on s'égorgeait dans les tranchées. La guerre a toujours saigné les pays, ça c'est dommage, mais elle a rarement fait disparaître les puissants. Alors je crois qu'il vaut mieux ne pas se tromper de camp.
Toivo Katainen, questionne, comme la plupart des œuvres du génial sculpteur finlandais, notre rapport au réel. En tant qu'il s'avance et s'énonce comme une incomplétude radicale, une aporie non figurative. Katainen prend le parti du vide, comme pour mieux imposer l'absence. Ou plutôt, comme dirait Yanis Ritsos, les formes de l'absence. Au cœur de son œuvre, dans le corpus même du bronze, le regard doit subir une disparition, une désagrégation dans l'infini, une fuite inexorable. Et les plans, angulations, masses environnantes disparaissent à leur tour, aspirées dans la vertigineuse occultation métaphorique de la matière. Ou mieux encore, oui mieux, l'exhibition centripète de la non-matière. Et 8 millions de dollars que cette sculpture m'a coûté ne sont rien comparé aux joies que sa vision me procure. Parfait. Alors, écoutez-moi bien. Je sais que vous rêvez tous de Ferrari, hein, et de Lamborghini, comme toutes celles qui s'entassent dans le garage. Je sais aussi que certains d'entre vous en possèdent déjà une, ou deux, et même parfois une villa à Cape Cod. Mais ce que je sais surtout, c'est que vous avez tous envie de posséder une salle des marchés comme la mienne, avec 200 brokers et traders qui bossent pour vous et qui vous remplissent les poches, tout en s'enrichissant eux aussi, parce qu'on fait tous un métier génial. Ça, je le sais, les gars. Et vous n'y êtes pas encore. Et là, ce matin, j'ai plutôt envie de vous expliquer qu'on a un sacré challenge devant nous. Et que ça va être à vous de le relever. Si vous ne voulez pas finir clodo dans 6 mois, parce que vous aurez loupé cette affaire, et que vous serez fait virer comme de gros losers. Ah oui, le truc dont je vais vous parler, vous allez le réussir, les gars. Parce que vous êtes motivés, vous m'entendez? Motivés! Si jamais vous avez envie de glander, pas de problème. Vous devez juste savoir qu'il y a devant la porte 10 volontaires pour prendre la place de chacun d'entre vous. Est-ce qu'il faut que j'aille plus loin? Ok. Alors, ce matin, les gars, on a une introduction en bourse. Vous avez donc l'obligation absolue d'appeler vos clients à l'instant même où j'aurai fini de parler. Et de faire tout pour qu'ils achètent autant d'actions de cette putain de boîte qu'ils pourront se le permettre. Vous allez leur enfoncer ces actions dans la gorge et les laisser s'étouffer jusqu'à ce qu'ils vous supplient d'en acheter encore 10 000 autres. Est-ce que c'est clair et pigé? Tant mieux. Parce que sinon, vous et moi, on va avoir un petit problème ensemble. Regardez bien cet objet, vous le voyez? C'est une invention qui s'appelle le téléphone. Eh bien, devinez quoi? Ce téléphone ne marche pas tout seul. Eh non. Tant que vous n'êtes pas passé à l'action, ce n'est rien d'autre qu'un misérable petit morceau de plastique. Mais si vous l'utilisez efficacement, chaque appel va se transformer en une vente. La seule question alors, c'est de savoir lequel ou laquelle d'entre vous va être capable de la réaliser. Qui va avoir assez de couilles pour prendre le contrôle de la conversation et conclure? Qui va réellement mener la vente? Votre client, en vous expliquant qu'il ne peut pas se permettre un tel investissement pour l'instant, que le moment est mal choisi, qu'il a besoin d'en parler à son associé, à sa femme, au Père Noël, ou alors vous? Réfléchissez bien à ça.
N'oubliez jamais que ce téléphone, c'est une arme mortelle, mais que c'est surtout une machine à fabriquer de l'argent. Peu importe que vous ayez fait Harvard ou que vous ayez grandi dans une cité sordide, avec ce téléphone, vous pouvez réaliser n'importe quoi. Et quiconque vous dit le contraire ne raconte que des conneries. Je sais bien, il y en a toujours pour déblatérer, genre l'argent corrompt les cœurs. Ou l'argent est la cause de tous les maux. Tout ça, c'est de la merde en boîte. L'argent, c'est merveilleux. L'argent, c'est un must. Il n'y a pas de noblesse à être pauvre. Maintenant, s'il y en a parmi vous qui pensent que je suis un salaud, qui sortent de cette putain de salle. Allez, barrez-vous d'ici. Allez vous trouver un job pourri dans l'économie solidaire. Allez, ça va. La vente commence dans moins d'1 heure. Vous allez passer vos clients en revue de A jusqu'à Z. Soyez féroces. Des pitbulls, des terroristes. Faites exactement ce que je vous ai dit. Et on va faire des bénéfices effarants avec cette introduction. Je vous explique. Sur 2 millions d'actions mises sur le marché ce matin à 4 $, 1 million va partir sur le compte de mes escamoteurs. Des copains auxquels j'ai demandé de se jeter sur le titre. Et nous, on va les leur acheter demain matin, un peu plus cher, 5 $ pour les remercier. Et ensuite, je vais me servir de vous, de la puissance de feu de cette putain de salle, et des achats massifs que la première hausse aura déclenché pour faire grimper le titre jusqu'à 20 $. Ce qui m'assurera un bénéfice de 15 millions de $. 15 millions de $. En 8 jours. Oui, je sais, oui. Oui, je sais, les escamoteurs, c'est limite. Mais personne n'a jamais pu prouver quoi que ce soit. Alors, une dernière chose, si vous êtes au top, et vous allez l'être, je vous garantis d'abord une putain de nom de Dieu de prime à tomber à la renverse. Et ensuite, une putain de nom de Dieu de nouba, avec des cernes sous les yeux pour tout le monde demain matin. Parce que la nuit aura été longue. À vous de jouer. Ma Volex ne marche plus. Ah ouais, je suis bête. Il m'avait pourtant juré au magasin qu'elle serait immortelle. Une fois, il faisait plus de 40 degrés sous les tropiques. Elle a tenu le croc. Et tiens, même dans le sable ultra fin de Bali. Et je me rappelle, un jour, je
l'avais laissée sur la grande table en trek du Nasdaq. C'est mon yacht, oui. Toute une journée en plein soleil au milieu de l'océan Indien. Elle a pas penché, cette bête. Quand l'une des rames de chambre du bord l'a trouvée, elle s'est brûlée la main au 3e degré. Heureusement, on avait un médecin à bord. Mais là, avec la dague de froid et le vent du mort, c'est pas étonnant, hein. Ah bon. Oh, nom d'un bonhomme, qu'est-ce que ça prince en ce moment? Quand même, finir dans la rue, c'est un comble, hein, pour l'économiste le plus influent de toute l'histoire. Excusez-moi, hein, c'est pas du Chivas 25 ans d'âge, mais ça réchauffe. Au fait, moi c'est Milton Friedman. Ouais. Prix Sobel 76 d'économie. Ardent défenseur du néolibéralisme. Chef de file du courant monétariste et fondateur de l'école de Jivago, dont la devise était toujours oseille, blé, avoine. C'est moi. J'ai 2 rouquins qui ont fait le tour du monde. D'abord, mon livre « Crapitalisme et liberté ». Et ensuite, « La liberté du doigt ». Non, du choix. Non, du doigt. Que la liberté, ça a été le concept essentiel de toute ma vie, vous voyez. Alors, dans Crapitalisme et liberté, j'explique que la réduction du môle de l'État dans une économie de marché, c'est la seule façon d'atteindre la liberté politique et économique. Et dans la liberté du doigt, du choix, enfin du doigt, de pareil, je démontre la supériorité du néolibéralisme sur tous les autres systèmes économiques. Ah, mais mes théories, elles ont balayé celles de Keynes. Ah oui, ringard Keynes. Hein. Ah oui, lui, il défendait la consommation keynésienne. Alors que moi, j'ai inventé le monétarisme. Ah ouais. C'est-à-dire l'effacement complet de l'État en matière monétaire. Avec tout d'abord l'élimination de tous les règlements qui empêchent la réalisation des profits. Ensuite, la suppression du financement des programmes sociaux. Ensuite, la réduction des impôts. Et pour finir, la meilleure, l'abrogation du salaire minimum. Avec privatisation des services de santé, de l'éducation et même les baisses de retraite. Et surtout, je disais aussi, non aux politiques de redance. Oui, parce qu'elles ont toujours favorisé l'inflexion. Ça, en restant modeste, je dois reconnaître que mes théories économiques, elles ont profondément influencé le monde entier. Oui. Le monétarisme, les déréglementations, ça a séduit les dirigeants les plus prestigieux de la planète. Donald Megan, Margaret Karcher, Augusto Bidochet, des références, des modèles, hein, autre chose que ces crétins de marxistes. Et mon créneau, il a fait le tour de la planète. Toutes les forces économiques, ah ouais, sont affrontées par la nature. C'est beau. Leur équilibre est donc parfait. L'offre influent sur la demande, comme la lune attire la marée. Le marché va ainsi créer, c'est moi qui ai écrit ça, la très exacte quantité de produits bien identifiés, propres au bonheur certifié, des travailleurs ainsi comblés. Ils ont voulu
Milton Friedman sous Butel. Et pourquoi pas me rationaliser tant qu'ils y sont? La liberté ou la mort? La liberté ou la mort? La liberté ou la mort? N'allez pas croire que nous nous amusons tous les jours. Notre vie est stressante. Tenez, l'un de mes amis, le PDG d'Haliburton, ses armements ont détruit l'Irak. Ensuite, ses ambulances ont dû soigner les blessés. Et maintenant, ses promoteurs immobiliers doivent tout reconstruire. Il n'a pas une seconde à lui. Non, cela dit, ne croyez pas non plus que nous soyons fragiles. Non. Ah, nous sommes solides, Dieu merci. Mais il est de bonne diplomatie de laisser penser que nous ne le sommes pas autant que cela. C'est le prix à payer pour ne pas passer pour ce que nous sommes. Plus autonomes, plus forts encore que ce que nos ennemis imaginent. Comme le disait notre illustre prédécesseur, Henry Ford, c'est une chance que les gens ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire. Parce que si c'était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Henry Ford. Amen. Non, l'une de mes grandes satisfactions, voyez-vous, c'est de laisser penser que je serai contrôlé par une multitude de petits actionnaires. La tartufferie du corporate governance. Je vous explique. Par le biais de la bourse, les fonds de pension, c'est-à-dire en fait les 3 sous mis de côté pour leur retraite par des millions de péquenots qui ont perdu leur vie à la gagner, les actionnaires donc, contrôleraient ma politique. Comme si les décisions prises par Bill Gates ou par Dassault dépendaient de la retraite du salarié moyen, lequel verra de toute façon son pactole ridicule balayé par la première crise financière venue. Et un autre de mes succès, c'est de laisser croire que, soumis à l'actionnaire, nous le serions également aux consommateurs. J'ai donc le plaisir de vous apprendre que je suis contrôlé par un crétin qui bouffe mon poulet aux hormones et avale mes émissions de télé avec rire préenregistré. Cet expert, que dis-je, ce professeur, on lui fournit dans mes supermarchés de la nourriture mâchée et prédigérée. Mais il va bien. La preuve, il me contrôle. Non, qu'il y croit, hein, et qu'il en mange, qu'il s'agenouille, et qu'il prie bien fort pour l'emploi avec son portable à la main. Mais surtout qu'il croit bien fort à la guerre économique. Après tout, son grand-père a bien cru au bénisseur de canons. Hein? Il a gratté le salpêtre pour la patrie. Il lui a fourni son épargne. Et il a perdu sa compagne pendant qu'il se faisait étriper. Aujourd'hui, la seule différence, c'est que le pecno moderne, auto-rebaptisé cadre dynamique, lui, il n'aura même pas de monument aux morts. Enfin, pour nous, vous savez, le fait d'être fort ne doit pas nous empêcher d'être lucides. Nous devons reconnaître qu'il y a crise. Oui. Et que faire payer les pauvres pour en sortir, ça ne va pas être simple. Alors la solution est de faire payer les classes moyennes. Ça, c'est plus sûr. Comment? Les transformer ainsi en classes défavorisées? Mais si c'est pour sauver nos entreprises, ça ne doit pas se discuter une seconde. C'est ce qui s'est passé en Angleterre, aux États-Unis. Et ça marche.
Mais pour ça, il faut encore frapper l'État à l'estomac. Le poids des dépenses publiques est devenu insupportable pour l'économie. On veut sauver le système, on est plein de bonnes intentions, en fait on est plus bête que méchant, mais on dépense tellement que bientôt on n'aura plus rien. C'est comme l'emploi, vous voulez tellement le protéger que vous aggravez le chômage. Laissez-nous licencier. C'est pour créer des emplois. Les lois sur les pauvres créent les pauvres qu'elles assistent. C'est Malthus qui a dit ça. Amen. De la Tour est encore aujourd'hui un mystère. Mystère du dépouillement ascétique de sa peinture, de la lumière unique, de l'idéalisation des visages et des corps, de la géométrie, déjà presque cubiste. Plus la Tour avance dans son œuvre, plus celle-ci devient pure écriture poétique et spirituelle. C'est sans doute ici, dans son dernier chef-d'œuvre, Job, raillé par sa femme, que l'extraordinaire modernité de la Tour est sans doute le plus frappant. À quel sujet l'ascétisme de la composition, le dépouillement des formes pouvait-il mieux s'adapter qu'à Job le supplicié, Job le sacrifié, Job le persécuté, Job, pauvre entre les pauvres. Le pinceau de l'artiste est accédé à une quasi-sainteté. Et 38 millions de dollars que ce tableau m'a coûté ne sont vraiment rien comparé aux joies que sa vision me procure. Le président d'honneur du premier groupe européen d'assurance, également membre du conseil d'administration, conseil de surveillance, d'un groupe devenu numéro 1 mondial de la communication et du divertissement, après avoir été un groupe longtemps au service des collectivités territoriales, pour l'eau en particulier, groupe ayant obtenu 3 milliards de francs d'exemption fiscale lors de sa fusion avec un autre groupe d'entertainment, puis un peu plus tard encore 5 autres milliards de francs d'exemption fiscale lors de sa fusion avec encore un autre groupe d'entertainment. Donc cet homme remarquable, administrateur du groupe leader mondial de la distribution électrique et du contrôle industriel, administrateur encore de la première banque européenne de dépôt, cet homme toujours grand officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, est le président et le fondateur de l'Institut Montaigne. Oui, Montaigne. Le président d'honneur de l'Institut Montaigne, lui, après avoir longtemps travaillé dans de grandes sociétés pétrolières, et puis après avoir fondé un grand groupe promoteur de centres commerciaux, fut également le fondateur et le premier président du premier think tank indépendant, financé par les entreprises, l'Institut La Boétie. J'ai bien dit
la Boétie. À ces deux vénérables humanistes, je voudrais dédier quelques mots d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Pauvres gens, misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien, vous vous laissez enlever le plus beau, le plus clair de votre revenu. Vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, vous viennent de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est. De celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-même à la mort. Ce qu'a de plus, ce maître, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. Et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient. Vous pourriez pourtant vous délivrer si vous essayiez seulement de le vouloir. Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire, 1552.